Bonsoir. Les parents d'élèves n'approuvent pas les frais d'inscription et de réinscription instaurés dans certaines écoles et universités privées de la place. En ce début de l'année scolaire, ils sont encore confrontés au paiement de ces frais dont ils ne savent à quoi ils répondent réellement. De leur côté, les responsables d'établissements se défendent de l'instauration de ces frais. C'est l'une des préoccupations abordées dans Actu Débat de ce jeudi. Distel Amoussou et Arimi Choubadé, nos deux sociétaires de jeudi, sont déjà en studio pour opiner sur les sujets retenus à cet effet. Distel Amoussou, bonsoir. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bonsoir Radio Cotonou. Arimi Choubadé, bonsoir. Bonsoir Bill, bonsoir Distel, bonsoir les amis de la technique et bonsoir tout le monde. Amis auditeurs, bonsoir et merci de vous installer pour Actu Débat de ce jour. On se retrouve juste derrière ceci. Actu et débat. La rentrée scolaire a démarré, disais-je, depuis ce lundi sur toute l'étendue du territoire national. Parents et enfants doivent se conformer à certaines exigences académiques standards telles que l'achat des uniformes, des fournitures et bien évidemment le paiement des frais de scolarité. Mais un fait récurrent continue d'irriter ces parents, les parents d'élèves. En plus de ces exigences académiques standards, ils doivent débourser préalablement des frais dits d'inscription et de réinscription parfois exorbitants avant que leurs enfants ne soient admis à poursuivre les cours et autorisés à verser les frais de scolarité. Les parents vivent encore cette situation, disent-elles à cette rentrée. Ils sont très embarrassés face à la morosité économique. Écoutez, c'est pas une information nouvelle, et personne n'oblige personne à envoyer ses enfants dans une école privée ou dans une université privée. Et puis ces parents-là sont informés dès les premiers jours des vacances que, à la reprise, ils doivent se soumettre au paiement des frais de réinscription et autres frais annexes et connexes. Et par conséquent, s'ils ont accepté le principe et signé le contrat, eh bien, il relève de leur responsabilité de respecter leurs engagements. Maintenant, si les parents d'élèves se constituent en association de parents d'élèves et qu'ils discutent avec les promoteurs d'écoles privées et que la chose est possible, cela va se faire certainement. De toute façon, il faut discuter. Voyez-vous, et puis, il faut observer, ces écoles privées, là, quoi qu'on dise, offrent quand même des cadres plus ou moins potables, attrayants, des cadres décents aux apprenants. Et c'est ce qui est recherché par les parents. Et lorsqu'ils vont vers ces écoles-là, sauf les parents qui versent dans du mimétisme de la déraison, n'ayant pas la capacité, la possibilité de couvrir tous ces frais, mais qui veulent faire comme, qui veulent paraître, ça c'est encore un autre débat. Sinon, écoutez, les écoles disent, voici les cadres que nous vous offrons pour vos enfants, histoire de les accompagner à l'acquisition de la connaissance. Voilà les thèmes de nos contrats, du contrat, et vous connaissez les clauses, vous les lisez, et vous commencez, et ce n'est pas à coup de scolarité que vous allez commencer par vous dire... il faut pas payer ci, il faut pas payer ça. Non, dès lors que le principe est acquis au départ, et que il faut vous respecter y avez les engagements. souscrit. Voilà. Et donc maintenant, il faut continuer de marteler que l'école publique, n'est-ce pas, oui, avec cet art, ces travers, continue aujourd'hui de garantir l'apprentissage sans quiproquo à nos enfants. Et lorsque vous regardez les résultats scolaires sur les 3 dernières années, écoutez, l'école publique n'est plus à la traîne. Alors, Arimi Choubadé, au nom du cadre décent, comme l'a dit Distel Amoussou, on peut payer tous les montants, des montants exorbitants pour des frais de réinscription, des frais d'inscription. Oui, enfin, je suis un peu surpris par le développement que je viens d'entendre, et je souscris parfaitement à ce qu'il a dit, sauf que dans une autre vie, il était le premier à se plaindre de ce qu'il y a frais de réinscription. Bon, enfin, je me faisais le relais. Bon, enfin, dans une autre vie.
Oui, sur ce même plateau. Ah, d'accord. Je comprends mieux. Le premier à se plaindre que oui, il y a rien. Je faisais le relais. Il y a réinscription. Voilà, maintenant, il se rend compte que c'est un contrat d'adhésion. Je ne sais pas si une école vient s'asseoir avec un parent d'élève pour discuter d'un contrat. Le papier est là, vous ne savez pas, vous inscrivez votre enfant ou vous n'inscrivez pas. Bon, peut-être que les écoles peuvent faire un peu de, comment on appelle ça, de marketing, inscrire directement ces frais-là dans la scolarité globale, pour que le parent sache que, bon, en tout, pour tout, c'est la même caisse. C'est le même établissement qui encaisse les frais de scolarité, que la réinscription, tout ce que vous voulez. Alors, ils auraient pu faire un tarif package unique. Oui. Comme ça, le parent sait que, bon, je paye en une fois, que je ne paye pas ceci, après je paye cela, et puis cela donne un peu l'impression d'une arnaque. Vous voyez, sinon, ben, de toute façon, les écoles n'ont pas le même prix d'une école à une autre. Hein, chacun apprécie en fonction de ce qu'il entend de donner comme enseignement à l'enfant et fixe ses taux. Vous adhérez, vous n'adhérez pas. C'est pas le jour de la rentrée que chaque parent vient négocier son contrat. Donc, je crois que je n'ai pas quelque chose à dire en plus de ce qui a été dit. Donc, vous pensez qu'il faut habilement le mouler dans les frais de scolarité globale au lieu de le dissocier? Tout à fait, parce que apparemment, on a laissé chaque établissement fixer ses frais. Il n'y a pas une harmonisation, il n'y a pas de prix au privé, de prix, enfin, sauf dans le public. C'est au public que c'est harmonisé dans toutes les écoles publiques. Par contre, dans les privés, d'une école à une autre, chaque établissement essaie de vendre son label. C'est du commerce. Dès que vous avez accepté que votre enfant soit un objet de commerce, vous payez le prix. Si vous ne voulez pas faire ça, vous allez à l'école communautaire avec les 110 élèves par classe, ou 60 ou 80, et vous acceptez ça. Si vous ne voulez pas ça, vous payez le prix. Donc, chaque parent a le choix. Donc, c'est pas un truc imposé, mais comme je l'ai dit, ça revient récurrent à chaque rentrée. Bon, c'est vrai que les gens ronchonnent un peu, ils finissent par payer. Bon, mais... Vous payez ces frais, non, vous? Est-ce que vous vous êtes demandé à quoi ça sert? Je ne sais même pas là où se trouvent les écoles privées. C'est vrai qu'il y a même des écoles qui sont à plusieurs millions. Ou bien, il y a une école, ou des écoles où, dès la maternelle, vous dépassez le million pour inscrire l'enfant. Bon, on est libre d'y aller. Oui, maintenant, ceux à qui on demande peut-être quelques 10, 20 000 réinscriptions et qui se plaignent. Bon, voilà, ça veut dire que tout le monde n'a pas les mêmes problèmes. Mais moi, je ne connais pas, je n'ai jamais inscrit un enfant dans une école privée. Donc, je ne sais pas comment ça se passe. Et comme je vous le dis, c'est un choix. La classe est là. Vous voyez, en classe de CP, vous avez combien, 80 élèves, certains assis par terre. Si vous avez envie de mettre votre enfant dedans, ça, c'est votre choix. Maintenant, si vous ne le voulez pas, et que vous pensez qu'il lui faut quand même les meilleures conditions, vous mettez le prix qu'on vous impose. Dès lors que là-bas, c'est presque gratuit, vous refusez, et vous allez ouvrir la porte d'une école, vous payez, comme tous les autres qui sont là. On n'a pas à polémiquer sur... Chaque année, c'est réinscription. Enfin. Tous les ans, pratiquement. Est-ce que, comme Arimi l'a dit, est-ce qu'il ne faut pas appeler à une harmonisation, travailler à cela? Écoutez, quelque part, c'est un commerce. C'est un commerce et pas tout au monde, l'acquisition du savoir a un coût. Ça a un coût et ce qu'il faut... Il y a la scolarité déjà qu'on paye, non? Il faut souhaiter. Écoutez, c'est pas toutes les écoles qui offrent à vos enfants la possibilité dès la maternelle de connaître la piscine, de connaître le karaté, le basketball, tennis, nanana, des jeux et tout. C'est pas toutes les écoles qui vous offrent cette possibilité-là. Ce qu'il faut souhaiter, c'est que l'école publique puisse quand même commencer par insérer un certain nombre d'activités, n'est-ce pas, dans le curricula de formation. Il y a les classes scolaires, il y a les classes sportives dans le public, non? Écoutez, ces classes-là ont vu le jour quand et comment est-ce que elles fonctionnent. Et puis, c'est encore un autre dossier. J'ai pas envie de rentrer dans ça, sinon ça va faire trop polémique. Voyez-vous? Non, écoutez, chez moi à Diakotomé, les enfants ne participent pas à cela.
Voyez-vous, il faut que l'école publique fasse un peu plus d'efforts, au-delà des cantines scolaires, qu'on puisse commencer déjà par inscrire d'autres activités au cœur du curricula pour donner vie, n'est-ce pas, à l'école autre que l'automatisme que nous y connaissons. Dans une école privée aujourd'hui, depuis la maternelle, l'enfant, l'apprenant, vit autre chose, vit dans un autre cadre. De sorte que quand se retrouve au village en vacances, entre cousins, et la différence s'observe nettement. Voyez-vous, donc du coup, si le parent a envie de voir ses enfants évoluer comme ça, de cette manière-là, dans ce cadre, dans cet environnement, dans cet écosystème, eh bien, il va faire un peu plus d'efforts, il va débourser un peu plus, et c'est cela. Maintenant, en attendant que l'école publique ne puisse apporter quand même un peu plus à l'automatisme de venir recopier les cours, apprendre les leçons, et les citer, avoir des notes et passer en classe supérieure, que les enfants puissent vivre vraiment l'école. L'école se vit. L'école se vit, c'est mon point de vue. Vous avez parlé d'harmonisation, Rémi. Comment peut-on y arriver? Non. De ces frais, la harmonisation de ces frais, là. Vous savez, on ne peut pas, sur un plateau de radio, réformer une école. Notre école est malade. Oui, dans ce nous pays, parlons ici des privés, oui, des le écoles problème, privées. non, l'école elle est globale. L'enseignement, c'est... Oui, même les écoles privées, l'État... Comme, vous voyez ce qui se passe au Bénin, vous avez des écoles étrangères qui ne s'intègrent même pas dans nos réalités. Vous avez des écoles nigérianes qui enseignent le programme du Nigeria. Il n'y a pas que les Nigériennes, il y a une école turque. Non, mais le gouvernement a même fait la promotion d'une école française. Le gouvernement du Bénin fait la promotion d'une école française qui enseigne le programme français. Vous avez les preuves que c'est le gouvernement du Bénin. C'est le gouvernement qui le fait. Je crois que ce n'est pas le gouvernement du Bénin. Vous n'avez pas vu les officiels. S'il vous plaît. S'il vous plaît. On va pas. Bon. Allez-y. Vous voulez ne pas croire ce que vous voyez vous-même. C'est pas un problème. J'ai la faiblesse de vous n'avez pas me dit que toutes les facilités qu'on a faites à cette école-là, c'est sans l'appui du gouvernement béninois. Qu'on a pavé des rues, qu'on a aménagé tout un quartier pour une école. On va pas s'attarder sur cette école quand même. Mais moi je suis passé. Moi j'ai déjà parlé du Bénin. Moi j'ai déjà parlé. Je ne suis pas là pour faire la publicité d'une école. Moi j'ai déjà parlé, je suis passé à autre chose. Oui, c'est vous qui contestez. Allez-y. Alors maintenant je vous explique. Je ne conteste pas, Rémi. Je ne vous crois pas. Moi j'ai déjà fini. J'ai dit que même le gouvernement béninois fait la promotion d'une école française avec un programme français. Alors je parlais des Nigériens qui ne sont même pas concernés par ce qui se passe chez nous. Ils donnent les enseignements en anglais, programme du Nigeria, et chaque trimestre, les enfants travaillent à la frontière pour aller faire les contrôles de connaissances. Ils ne sont même pas intégrés du tout chez nous. Alors, normalement, on ne peut pas faire ça dans un pays qui se respecte. L'État doit avoir un œil sur l'éducation de manière générale, et les étrangers doivent s'intégrer chez nous, quand bien même nous sommes des voisins et tout ça. Et donc il y a un gros problème, il y a un problème général qu'il faut... Vous posez aussi un problème diplomatique parce que une ambassade peut décider, n'est-ce pas, de former ses concitoyens sur le territoire qui relève de son administration. C'est bien possible. Non, attendez, vous parlez de l'extraterritorialité, c'est pas dans l'enceinte de l'ambassade, vous pouvez faire ce que vous voulez. Dans l'enceinte de l'ambassade, mais si vous sortez de l'enceinte, c'est pas parce que c'est l'ambassade qui a son... Lorsque vous parlez du Nigeria, de l'école nigériane... Non, je ne parle pas de l'école, vous savez de quoi je parle. On sortait d'ici, rentrer dans les quartiers, vous allez voir les petites écoles qu'on installe en anglais un peu partout. Dans Cotonou. Non, nous sommes sur votre cas. Vous n'avez jamais vu ça. Sinon, si c'est pour l'ambassade, si c'est dans l'enceinte de l'ambassade, il n'y a pas de problème. Mais si c'est dans la rue, comme tout le monde, l'ambassade... On sait que l'école, elle est malade. L'ambassade n'administre pas une partie du territoire béninois. Il y a comment on appelle-t-on, un espace qui lui est réservé, qui lui est dédié, il peut faire ce qu'il veut là-bas, et puis voilà. C'est pour dire que on a beaucoup à faire en matière d'éducation chez nous. Et il faudrait que... c'est vrai que on ne voit pas là où se mènent les réflexions en général dans notre pays. Et normalement, ça devait être au sein des partis politiques, mais bon, vous les voyez en train de parcourir pour baiser... pour donner des baisers aux pieds des rois ou
se fait toucher la tête. Heureusement. Se fait Parce toucher, que j'ai paniqué là. se fait toucher. Non, mais il y a certains qui veulent baiser votre bague, non? Donnez des baisers à votre bague, si vous voulez. Sur le cas précis, C'est la formule, des écoles précises. c'est la Vous formule avez qui me parlé- dérange. Vous avez parlé d'harmonisation. Oui, Comment on peut y arriver? C'est ça que je vous dis. Oui. C'est pas sur les plateaux de médias qu'on va faire les réflexions sur notre société. Il Quels doit y avoir sont des les programmes- conseils que vous avez Pas de conseils, à on ne va donner? pas. Non, mais Quel est le rôle de l'État, par exemple c'est ça que je dis. Si Oui. c'est le rôle de l'État, ça c'est la politique publique. C'est au niveau des partis politiques qu'on devait avoir des politiques publiques, des politiques de société. On devait savoir quelle forme, quel type d'école le Bénin veut bâtir, ou ceux qui gèrent les affaires publiques veulent bâtir. C'est pas un président qui dit bon, moi j'aime le beau, je veux que les écoles soient peintes en blanc ou en bleu. Non, ça va au-delà. Hein? C'est quand vous voyez même la manière dont on construit nos écoles, c'est depuis le colon, c'est-à-dire module de classe, module de 3 classes, module de 3 classes. Vous avez vous allez dans des écoles, vous pensez que c'est même un petit village où il y a des cases disséminées un peu partout, il n'y a aucun lien, on n'a même pas l'impression que c'est un groupe homogène. Voilà, que c'est une. Parfois, il n'y a même pas la clôture, il n'y a rien, il n'y a même pas les toilettes pour les enfants, ou alors quand il y en a, c'est dans un état tel que pour le petit, dès qu'il a un besoin, c'est un traumatisme certain. On se demande si ce sont nos enfants que nous envoyons à ces lieux-là. On se demande s'ils n'ont pas les moyens d'offrir des cadres appropriés. Je ne dis pas le grand luxe, hein, mais le type d'école qu'on doit construire. Le minimum vital. Ouais. Est-ce que c'est l'école que le colon avait fait? Même à l'époque du colon, c'était encore un peu plus soigné. Où vous avez même à l'intérieur ou à proximité de ces établissements-là, des logements pour les enseignants qui facilitaient un peu, je ne dis pas la surveillance, mais l'encadrement des enfants. Mais oui, je raconte souvent une anecdote à quoi là, un petit cousin qui rentre de l'école pour dire qu'il est allé à l'école, que le maître disait qu'il faut se laver avant de venir. Mais que lui sait que le maître, il est resté à l'école à midi, donc forcément, il ne s'est pas lavé avant de venir à 15 heures. Vous voyez, ça explique un peu notre histoire de proximité. Hein? On sait que, par exemple, vous savez, c'est classique, hein? On sait que le maître qui travaille à Kwakwa dans une école de bas, il n'a pas les moyens de s'offrir un logement dans Kwakwa. On sait qu'il doit quitter soit à Kassato ou Glo tous les jours pour venir à l'école. L'État même sait que ce qui lui paie ne lui suffit pas de vivre là. Mais qu'est-ce qu'on fait? On le laisse comme ça parce que après, il y a des déviants. Et c'est lui qui vient demander aux enfants de se laver avant de venir à l'école. Voilà, il y a. Alors que ça pose, c'est dans l'école. Voilà, donc on doit faire des débats de façon globale, on doit faire des réflexions de façon globale et on doit savoir où on va. C'est là 100 ans. Aujourd'hui, on est dans l'école coloniale depuis, on arrange. Vous allez, les enfants sont assis par terre dans les salles de classe, dans une classe de. Vous avez jusqu'à 100, plus que 100 personnes dans une petite classe. Aujourd'hui encore? Ben oui. Ah ben oui. Ouais. Et vous avez des classes, je voulais dire, des enceintes, des périmètres qui n'ont pas de clôture. Hein, en fait, je ne crois pas qu'on puisse dire, bon, et quels sont les conseils qu'on donne? On donne ces conseils-là à qui? Et quelle garantie même que les gars vont même être sensibles à ce que nous allons dire? Je crois qu'après tout, ça va être une question de volonté politique et de moyens. Et de moyens. Écoutez, nous sommes dans un environnement, dans un pays où tout est priorité. Tout est priorité. Là, je ne suis pas d'accord. Là, je ne suis pas d'accord. Vous prenez dans Cotonou ici, je vais vous donner un petit exemple. En face de vous, de votre radio, vous avez les mini-stations. L'unité à 800 000. C'est-à-dire qu'on a dépensé de l'argent pour l'essence de contrebande. Mais on n'a pas de l'argent pour l'éducation. Et qui vous a dit qu'on n'a pas de l'argent pour l'éducation? L'État fait déjà. Si vous me laissiez aller au bout de ma réflexion. Qui a l'indice. Si vous me laissiez aller au bout de ma réflexion. On en a commandé. On en a commandé 10 000. Vous permettez qu'on le suive? Oui, mais quand il dit que tout est priorité, ça là, c'est pas une priorité. Vous aurez la parole. Ça là, c'est pas une priorité. J'insiste à dire que tout est priorité. Il appartient maintenant à chaque gouvernement de classifier les priorités. Et voyez-vous, et je crois savoir que chez nous, au Bénin, c'est l'éducation qui est la première priorité. Ça n'est même pas la santé. Ça peut choquer. Ça peut choquer. Il faut vivre avant de pouvoir recevoir une éducation. D'accord? Donc, il appartient à chaque gouvernement
de définir la classification de ces priorités. Non, moi, j'ai pas compris. Comment l'éducation est la priorité? Si vous voulez parler du montant qu'on met dedans, ça, c'est parce que ça concerne tout le monde. C'est parce qu'il y a beaucoup plus de gens, beaucoup plus d'enseignants, beaucoup plus d'élèves que c'est une priorité. Justement, ce n'est pas une priorité. Quand vous voyez, et puis bon, quand on ne commence pas à sortir les enveloppes, on estime qu'on a mis beaucoup d'argent dans l'enseignement. Alors tout le monde sait très bien qu'on n'en a pas mis assez. Et qu'on se découvre que oui, bon, la santé, pas suffisamment. Non, ici, l'éducation concerne vraiment tout le monde. La santé, les gens se débrouillent. Moi, il y a quand même des efforts qui se font ces dernières années. Alors, au cœur même de cette priorité qu'est l'éducation, le gouvernement a défini, par exemple, qu'il est de besoin de maintenir les enfants, nos enfants, dans le système éducatif. D'où le programme de la cantine scolaire. Voyez-vous? Donc, au cœur même de l'éducation, il y a encore des pans prioritaires. La construction des salles de classe, les bancs, le matériel. La route est longue. Les enseignants et tout. Voyez-vous, donc... c'est pan par pan que nous allons y arriver. Nous allons y arriver. Maintenant, je dis, les parents qui se plaignent aujourd'hui de la réinscription de ceci et de cela, ils ont le choix. Ils ont fait le choix. Et donc, il faut qu'ils payent le prix. Non. Merci Distel Amosso. Merci à Rémi Chouno. C'est par rapport à... Il faut qu'on précise des choses. Allez-y rapidement. Par rapport aux cantines. Moi, je vous ai dit, on a déjà fait ce débat-là ici. Vous qui avez été à l'école à Cotonou, vous ne connaissiez pas cantine. Mais nous qui sont restés au village, on a découvert l'école avec les cantines. Hein? C'est pas maintenant qu'il y a eu un programme sur les cantines. Mais il y a eu du progrès. Ça ne se passait pas comme ça. Moi, je suis à l'école. D'accord, nous allons pas nous attarder sur ça, Rémi Choubalé, parce que ce n'est pas le sujet du jour. On va dans une autre émission en parler plus longuement. Deuxième sujet maintenant. En Conseil des ministres, ce mercredi, le gouvernement a adopté un projet de décret portant exonération des droits et taxes de douane sur les intrants nécessaires à la composition des kits de dialyse. Nous allons vous proposer de suivre le porte-parole du gouvernement. Adoption du décret portant exonération des droits et taxes de douane sur les intrants composant les kits de dialyse. La prise en charge de la dialyse nécessite des ressources importantes impliquant l'intervention de l'État aussi bien que la participation des patients. En vue d'étendre l'offre de soins aux dialysés et la rapprocher des populations à l'intérieur du pays, de nouvelles unités de dialyse ont été mises en place à Porto Novo et à Abomey, tandis que celles de Cotonou et de Parakou ont été renforcées par l'acquisition de 57 nouveaux générateurs de dialyse et d'équipements divers. Par ailleurs, la Société béninoise d'approvisionnement en produits pharmaceutiques a développé un modèle d'acquisition des intrants qui permet de renforcer la disponibilité des kits et d'en réduire le coût. Tenant compte des contraintes auxquelles font face les patients, le Conseil a décidé d'exonérer tous les intrants entrant dans la composition des kits de droits et taxes de douane afin de réduire davantage le coût du kit et de faciliter le bénéfice du traitement aux patients. Les ministres concernés prendront les dispositions appropriées pour l'application effective de cette décision. Wilfried Léandre Ongwedji, porte-parole du gouvernement à Rémi Choubalé, c'est une mesure quand même en faveur des dialysés longtemps attendue. Non, pas longtemps attendue. Qui a supprimé la gratuité de la dialyse? Je ne sais pas si, après avoir supprimé la gratuité qui existait avant l'avènement du régime, ils ont mis 7 ans ou 6 ans pour réfléchir. Et c'est maintenant qu'ils ont trouvé de réduire du douane. D'exonérer les kits de dialyse des frais et taxes de douane. Ça revient à la gratuité ou je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Oui, c'est pas... Tout le monde, vous connaissez ma religion par rapport au porte-parole, c'est pas lui. Hein? C'est ce qu'on lui a dit de dire là qui gêne. De dire qu'on a exonéré les kits de dialyse. Alors qu'on était... S'il y avait des difficultés par rapport à l'application effective de la gratuité, je crois que c'est sur ça qu'on devait faire le débat. Qu'on dit non, parce que c'est gratuit, on n'arrivait pas à soigner les gens. Ou parce que c'est gratuit, on n'arrivait pas à multiplier les centres. Et vous avez suivi, lui-même, il a reconnu qu'il y en avait à Parakou,
et que maintenant on a ajouté Abomey, Porte-Nouveau, etc. Alors, donc, je veux comprendre. Et les gens sont dans une détresse actuellement, où ils n'arrivent pas à supporter les frais. Maintenant, on dit, bon, on va essayer de... Et puis, il y a eu plein de morts avant ça. C'est vrai que bon, le gouvernement n'en parle pas. Hein? Je ne dis pas qu'on revient pour ressusciter les gens, non. Mais il y a eu des actes qui ont été posés, il y a des conséquences dramatiques. Et on n'en parle pas. Et on dit, bon, écoutez, bon, on va essayer de diminuer la souffrance. Non, j'ai des difficultés. Je ne veux pas dire n'importe quoi. Je laisse mon temps de parole pour le moment. Parce que là, c'est plus fort que moi. Hein? On était dans une gratuité pour les dialysés. C'est la solidarité nationale. Hein? Il y a, je ne sais pas, 8 ans, le budget était à peu près à je ne sais pas si 2000 milliards, je ne sais pas quoi. Aujourd'hui, on a dépassé 3000 milliards. Et on dit que le Bénin a une très bonne santé financière selon le gouvernement lui-même. Et on trouve que supporter des dialysés, c'est trop cher payé. Et on supprime pour faire des économies. Mais c'est ça, non? On fait des économies, c'est-à-dire on laisse les gens mourir pour aller sauver peut-être d'autres, c'est ça, non? Intention noble. Mais on revient 8 ans plus tard. On n'a pas dit ça en ces termes. On va écouter Distel Amousso sur le sujet. C'est quand même, Distel, un ouf de soulagement pour les malades aujourd'hui, qui dépenseront beaucoup moins d'argent maintenant pour se faire soigner. Écoutez, moi, je ne suis pas porte-parole des personnes souffrant avec cette pathologie. Mais j'ai écouté leur porte-parole sur les antennes de Radio Cotonou. Justement, nous allons le suivre tout à l'heure, le président des dialysés. J'ai écouté M. Amoussou. Il est partagé entre satisfaction et attente. Et à l'écouter, je crois que les attentes sont encore Je vais peut-être vous raviver la mémoire. Voilà, on va le suivre. Edmond Amoussou, très rapidement, il est président des dialysés du Bénin. Cette décision du gouvernement est salutaire et c'est un début. Si déjà les intrants de dialyse coûtent moins cher, la dialyse aussi coûtera moins cher. Nous ne pouvons qu'encourager, remercier le gouvernement pour cette décision salutaire pour nous les dialysés. Et je crois que c'est un début et la suite va suivre. Nous sommes très optimistes et nous savons que le chef de l'État est à l'écoute de tous nos plaidoyers et il sait qu'il va nous donner la prise en charge à 100% pour les dialysés du Bénin. Edmond Amoussou, président des dialysés du Bénin. Edmond Amoussou qui est heureux de cette décision, de cette mesure, mais qui attend encore beaucoup, apparemment. Il est heureux par politesse. Ah bon. Et ses attentes, c'est d'aller à 100%, n'est-ce pas, de la prise en charge gratuitement. Donc, je crois que, comme le dit le président Mbedi Adrien, il n'y a de développement que d'hommes. Et toute nos politiques... Il n'y a de richesse. Bon, alors, ok, je le paraphrase donc. Il n'y a donc de richesse que d'hommes. De développement que d'hommes. Et je préfère qu'on mette l'accent sur le développement humain, n'est-ce pas? Sur les ressources humaines. Oui, qui constitue l'intrant principal de l'activation même du mécanisme de développement. Et donc, c'est d'inviter les pouvoirs publics à regarder ce qui concerne l'homme en tant que vie. Et donc, souhaiter que, au-delà de ce pas qui vient d'être fait, d'autres géants puissent venir de façon empressée et pour que à la fin, à la descente, on puisse dire que les dialysés ont retrouvé, n'est-ce pas, de façon meilleure les conditions d'il y a 10 ans. De façon Vous parlez de la gratuité. Oui. Parce que, vous voyez, c'est une pathologie dont la prise en charge coûte excessivement cher. J'y arriverai. Excessivement cher. À partir de ce moment, le gouvernement continue d'attendre une participation des patients. Et lorsque vous connaissez cette pathologie, je ne sais pas vraiment ce qu'il faut attendre de ces patients-là, s'ils ne sont pas d'une catégorie sociale donnée.
Voyez-vous, il suffit seulement de faire les statistiques. Il y en a qui n'ont pas les moyens. Moi, je vais m'inscrire dans une démarche de plaidoirie, d'accord, pour dire, avançons. Oui, nous avons fait ce pas, saluons-le, mais avançons, allons vers l'attente principale. Hein, parce que toutes les vies au Bénin coûtent cher pour le pays. À partir de ce moment, oui, il faut applaudir ce qui s'est fait, ce qui s'annonce là, et y aller vite. Parce que c'est quoi? Combien coûtait le kit il y a 6 mois ou 1 an? Combien va-t-il coûter ou vont-ils coûter les 3 prochains mois lorsque ces mesures seront prises en charge pour que nous puissions faire la balance? L'un dans l'autre, hein, c'est les personnes concernées qui doivent monter suffisamment au créneau et nous expliquer les choses. Hein, tout le monde étant malade qui s'ignore, il faut dire que les autres aussi ont pour obligation d'accompagner ceux qui sont aujourd'hui en situation, et donc que le pays, le Bénin, la République puisse apporter la solidarité nationale sur ce plan-là. Voilà. Arémi Jouadé pense qu'il n'y a rien de fait tant qu'on ne retourne pas à la gratuité sur cette piste-là. Non, il y a un cynisme dans la démarche. C'est ça qui gêne. Hein, lequel? Oui, on était dans la gratuité. Hein, quand ils sont venus pour supprimer. Pour faire des économies. Économies pour ceux-là, d'abord, ils se ruinent avant de mourir. Hein, ils meurent et puis ils laissent peut-être des enfants, des gens qui étaient à leur charge, complètement démunis. Et ça, c'est toujours la société qui va s'en occuper. Et c'est pour ça qu'il y a la solidarité nationale. Pour essayer de... Oui, on sait très bien que pour ceux-là, c'est peut-être la dialyse à vie. C'est-à-dire leurs derniers jours, et on les accompagne pour leur éviter la souffrance de se ruiner. Voilà, et pour que la perte soit contenue. Et on a laissé faire, depuis 7 ans, on les a laissés mourir. Tout simplement, on revient, on dit, bon, écoutez, on va essayer enfin, non, ce saupoudrage est cynique. Hein? Je crois qu'on doit même ne rien faire, on aurait pu ne rien faire. Vous avez suivi ADSKO, vous avez vu régulièrement sur les réseaux sociaux des photos de personnes en détresse. Et comme un SKO, beaucoup de citoyens béninois. Oui, tout à fait, c'est ça que je veux dire. Sur les réseaux sociaux, vous voyez des gens avec des appels pour les sauver, c'est pour quelques jours. Hein, on peut faire une collecte sur le coup de l'émotion. Mais après, et c'est pour ça qu'il y a la solidarité nationale. Il y a une décision qui a été prise de faire la gratuité. C'est qu'on est déjà allé là. Même si c'est douloureux, même si c'est difficile pour les finances de l'État, on est déjà allé là. Pourquoi on l'a supprimé? Et maintenant, avec tout ce temps-là, où on a fait la sourde oreille, et les gens criaient. Vous avez vu le représentant, enfin, le porte-parole de la réclamation, il est passé à la supplication. Au début, il réclamait qu'on ramène la gratuité. Maintenant, il est obligé, malgré les miettes qu'on a jetées, dont on ne sait même pas les incidences, parce que l'annonce vient d'être faite. Ça peut être que chacun va essayer de voir par rapport à ses besoins, ce qu'il économise, ce qu'il doit débourser désormais, pour apprécier. Parce que quand on dit exonération, c'est pas évident, c'est pas déjà évident. Il faudrait que les exonérations soient déclinées dans les faits et que chacun, désormais, en allant acheter, voit le nouveau prix pour savoir ce que... Même sur le principe, déjà, il dit, bon, ils nous ont laissé mourir pendant 7 ans, enfin, ils font un petit truc. On supplie davantage le chef de l'État. Hein? Bon, supplions-le, si c'est ça qu'il faut pour qu'on revienne la gratuité. Nous le supplions alors avec... tout le reste, tous ceux qui sont en attente, qui sont dans la demande. Hein? Mais bon, qu'on en vienne là d'abord, avant qu'on ne pense déclencher la solidarité nationale. Je ne veux pas dire que dans les pays à côté qui ont moins... Enfin, je ne dis pas... Dans les pays qui sont même dans des difficultés, hein, des pays qui sont en guerre et tout, qui arrivent à faire la gratuité ou vraiment une somme pratiquement modique pour les personnes qui sont dans la séance de dialyse. La séance de dialyse. Et que nous, on soit là à jouer de la politique, de la balance, pour voir combien ça coûte, combien... oui, c'est indécent. Non, c'est indécent, tout simplement. Quand vous êtes un citoyen et que vous êtes dans ces cas-là, vous demandez, écoutez, quels sont les... Parce qu'on ne peut pas me dire qu'on veut faire de l'économie sur cette histoire-là. Hein? On a mis 8 milliards de ferraille dans les rues. Et on me dit qu'on veut faire de l'économie sur des dialysés.
Alors qu'on nous a surtassé depuis plus de 8 ans, on a inventé toutes sortes de... Ferraille dans les rues, j'ai pas compris. Oui, c'est quand vous allez sortir d'ici tout à l'heure. Là où vous avez guéri votre véhicule. Les ministres. Là où vous avez guéri votre véhicule. Jetez un coup d'œil. Je sais que vous n'avez pas le temps de regarder tout ça. Mais nous, on vit avec. C'est quand même un pas de franchi maintenant. Et on va supplier, comme vous avez dit, le gouvernement. Mais c'est pas l'argent du gouvernement. Ils ont consulté qui pour supprimer. Ils ont consulté qui pour supprimer. C'est nous qui supportons le coup. Hein? Et avant qu'ils ne viennent au pouvoir. Bon, maintenant, s'ils veulent supprimer, on pourrait au moins faire un petit débat autour pour savoir si les Béninois sont pour ou contre qu'on prenne en charge les dialysés. Eux, ils sont passés à l'acte, ils ont supprimé, puis après, ils reviennent sur les talons, en griffe, pour nous dire, bon, écoutez, on va... Sur la pointe des pieds. Donc ça, c'est sur les talons. Merci, Karim Choubani. Autre décision du gouvernement, lors du Conseil des ministres du mercredi 11 septembre dernier, le gouvernement a adopté un décret définissant la liste des autorités et agents publics tenus à l'obligation de déclaration de patrimoine. C'est une nouvelle étape de franchie, disent-elles, dans la politique de bonne gouvernance de l'exécutif. Ça vous fait marrer? Oui, non, écoutez. non, je ne suis pas... Je suis pas d'accord. Nous ne sommes pas des briques de 15 comme avec la mise en œuvre de cette mesure. Non, nous ne sommes pas des briques de 15 comme le dit. Cela le dit un confrère. Dites-moi ce qui vous fait marrer. Un confrère que j'aime bien. Non, la loi en République du Bénin a dit que lorsque vous êtes nommé à l'entrée, à la sortie, vous faites la déclaration de vos biens. Où est passée cette loi-là? Cette loi-là est passée par où? Moi, c'est la question que je me pose. Et qui, depuis 8 ans, là, qui sont-ils? Combien sont-ils à respecter cette loi-là? J'ai ouï dire que la loi a été même supprimée. Et donc, pour ceux-là, il n'est pas de besoin de contrôler. Et c'est pour les exécutants, n'est-ce pas, et qu'il faut faire les déclarations de patrimoine. Je dis non, arrêtons ça. Ça ne fait pas élégant. Si nous faisons l'option, n'est-ce pas, de lutter contre la corruption, eh bien, que cela aille de la tête jusqu'aux pieds. Qu'on ne reste pas quelque part là pour dire c'est les autres qu'on doit contrôler et nous, on ne nous contrôle pas. Non. Tous ceux qui, en principe, touchent l'argent public, qu'ils soient régisseurs ou pas, lorsque vous avez pour mission de dépenser l'argent public, vous êtes assujetti au contrôle public. Ça devrait être le sens de cette lutte-là. Voyez-vous. Et donc, si... Là, maintenant, on dit, dès que on vous nomme à une fonction publique, vous dites, qu'est-ce que vous avez comme patrimoine? Qui c'est qui nomme? C'est le gouvernement. Et le gouvernement est constitué de qui? Des ministres. Les ministres sont nommés ou pas? Ou bien ils ont été élus? Ou bien c'est suite à un concours qu'ils sont à leur poste? Les ministres commencent aussi, d'abord, par déclarer leur patrimoine. Et partant, le chef de l'État lui-même, qui s'appelle Patrice Talon ou Distel Amoussou ou Aribi Choubani. Mais non, arrêtons ça. Aribi Choubani, vous avez lu également ce compte rendu du Conseil des ministres. C'était même pas utile de parler de ça. Comme il a dit, il y avait des tests qui existent. Mais dans un pays où les salaires des ministres demeurent des secrets d'État, la Cour constitutionnelle a demandé au gouvernement de lui fournir des éléments sur ce que gagnent les ministres. On n'a pas donné. On ne sait même pas ce qu'ils gagnent. Bon, oublions même ce qu'ils avaient avant de venir. Mais il y a quand même nos impôts qui servent à leur pays, leur salaire. Rien que même ça, on ne sait pas. Le salaire du chef d'État, on ne sait pas. Le salaire des ministres, on ne sait pas. Les députés, bon, on connaissait le principe au départ. Au départ, le principe était connu. Mais après, on ne sait plus, il y a eu des primes bizarres, des choses terribles qui sont passées. Vous savez, de 2019... Des primes bizarres. 2019, un député était à 1 700 000. Aujourd'hui, ils sont à 4 millions 9. 5. Disons 5 millions. Par le jeu de ces
Et c'est pas sous-tendu par des tests. Hein. Avant, jusqu'à présent, il y a une loi. Hein. Il y a une loi en bonne et due forme. Et la loi aligne le salaire des députés, enfin, des membres de toutes les institutions. Parlant de députés, vous avez vu avec quel empressement ils ont voté à l'unanimité intégrale leur budget la dernière fois. Non, c'est pas les dépenses étaient déjà créées. Vous voulez qu'on ne paye pas les salaires des agents? Vous savez que de 2019 à aujourd'hui, on a triplé l'effectif. Il n'y avait pas que du personnel. Non, mais il y a ça. Il y a qu'on a créé des primes. Hein? Si vous prenez le forfait qu'on a alloué aux députés pour constituer son cabinet personnel, 2019 c'était à 260 000. Aujourd'hui c'est à 1,5 million. Vous êtes sûr que ces députés-là ont des cabinets personnels? Non, mais on leur ajoute ça sur leur salaire. Sur leur salaire, oui. C'est de façon discrétionnaire. Chaque député. Ils sont tous, enfin. Oui, chaque député a la latitude de gérer. Voilà, vous avez connaissance au moins du salaire des députés, non? C'est ça que je vous dis. Au fait, quand vous prenez la loi, on n'a pas voulu utiliser le mot salaire. Parce qu'on ne veut pas qu'on donne l'impression qu'il y a des salaires politiques. Donc on a énuméré un certain nombre de rubriques, d'indemnités, et c'est ça qu'on calcule à la fin. C'est constant à la fin de chaque mois. Bon, si vous voulez, ça fait le salaire. Et donc, pour ce qui concerne le Bénin, c'est le chef d'État qui prit en Conseil des ministres un décret pour fixer, en ce qui concerne ses ministres. Et on aligne toutes les autres institutions sur ce décret-là. Et comme je le dis, le décret qui est en vigueur encore, que tout le monde connaît, c'est celui que Yahya a pris en 2006. Aujourd'hui, on ne sait même plus sur quel texte se base le gouvernement pour fixer les salaires des ministres. Et donc, comme je l'ai dit, il y a une explosion au niveau du Parlement où on a augmenté les primes, les ceci, les cela. On est passé de 1,7 million à 4 milliards, à 4,9 millions. Hein, et c'est comme ça. Et c'est pour les députés lambda. Oui, qui n'a pas de responsabilité particulière. C'est-à-dire le député lambda qui reste chez lui, qui ne va même pas s'asseoir là-bas à l'hémicycle, il reste dans sa maison. À la fin du mois, on le vire. Hein, c'est un virement 4,9 millions, ni vu ni connu. J'en connais qui récoltent actuellement des olives. On parle dans ce cas de déclaration de patrimoine. Non, mais ça c'est pas le patrimoine. Ça ne rentre pas dans le patrimoine. Puisque c'est à l'entrée et à la sortie. Si vous ne justifiez pas ce que vous gagnez, comment à la fin vous allez me dire ce qui. Et puis, c'est même pas à ce niveau. Prenez les partis politiques où c'est en début d'exercice qu'on donne des chèques aux responsables de partis, quitte à venir déposer des justifs plus tard. Vous savez, aujourd'hui, il y a une désinvolture à sortir l'argent, je dirais pas arrogance, à sortir l'argent public, à en disposer comme on veut. Et vous voyez, pendant qu'on augmente le salaire... Et à en répondre également. Devant qui? Quand vous donnez de l'argent à un député, il va répondre devant qui? Quand vous donnez de l'argent à un ministre, il répond devant qui? Pendant que vous faites économie sur des dialysés, vous allez grossir les patrimoines des acteurs politiques. C'est ça la société qu'on nous offre. La société du Bénin révélée. Voilà, donc c'est... Et quand vous voyez ça, vous avez du mal à comprendre les mécanismes. Quand vous sortez cette décision en Conseil des ministres, vous voyez, personne n'est venu nous dire en 8 ans, voici le résultat de la lutte contre la corruption. C'est ça qu'il faut. On n'a pas connu ça par le passé non plus. Hein? Oui, mais si vous avez dit rupture, c'est pour faire comme le passé. Mais quand vous parlez du passé, vous parlez de quel passé? Yahya et Talon étaient ensemble en 2006, jusqu'à la fois de tentatives d'empoisonnement. Donc ils sont comptables de ce que Yahya a fait. Collectivement. Vous voulez dire que cette décision n'est pas la bienvenue? Non, d'abord que c'est le même régime qui nous gère depuis 2006. Ne devrait pas être politique. Ensuite, on peut nous dire en 8 ans, qu'est-ce qu'on a fait? Prenez les coûts des projets. Avant, il y avait des plaques signalétiques. Hein? Vous êtes dans votre village, on vient faire une route. À Manaville, vous êtes à Manaville, on vient faire une route, on vous dépose une plaque devant le chantier. Même si le compte n'était pas toujours bon. Je vous en prie. Parce que 25 milliards plus 25 milliards pouvait faire 45 milliards. Vous permettez qu'il finisse? Non, mais si vous faites le malin, on va y aller. Allez-y. Vous voulez que je lui réponde? Allez-y. Bon, non. Non, ok. Donc, vous voyez sur la plaque signalétique toutes les informations possibles sur le chantier, jusqu'au financement. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font? C'est de la triche, ce qu'ils font. On met financement, mais on ne met pas le montant. Allez voir les plaques. Allez sur les chantiers. Oui, mais je vous en prie. Si le calcul était faussé, ben, il faut. Mais par rapport au calcul faussé, vous n'avez pas entendu le président Talon dire le 1er août, je crois, 2016 ou 2017, dit qu'il y a eu, après son départ, au lendemain de son départ, signé des contrats de 1200 milliards.
Vous êtes sûr que c'est vraiment ça? On peut faire l'astuce dans une estimation. C'est ça que vous prenez. Vous allez prendre la vidéo, je peux vous jouer ça tout à l'heure, où le président Talon disait qu'il y a eu au lendemain de son départ. C'est-à-dire qu'après son départ, il signait encore des contrats de route. Vous pensez... Il ne voulait pas dire ça? Oui, on est d'accord. Vous pensez que ce décret, définissant la liste des autorités et agents publics... Non, ça c'est une comédie. Tenu à la déclaration du patrimoine, on devrait aller au-delà. Non, ils n'ont qu'à appliquer ce que la loi dit. La loi dit. Au lieu de faire cette fantaisie-là, ils n'ont jamais lutté contre la corruption. Vous avez vu l'histoire de Adorano, qui a été arrêté depuis 2018. On nous a dit qu'il y a plusieurs milliards qui ont disparu du... comment l'appelle-t-on? Après ça, il est là depuis 2018, on n'a jamais connu de l'affaire. Il est en prison avec ses complices. Il y a des affaires moins enflammées que ça, qui ont connu des dénouements rapides. Voilà, donc... Non mais écoutez, lorsqu'on parle de patrimoine, en fait, on veut parler de quoi? On a parlé de lutte contre la corruption. Voilà. Oui, moi je voudrais savoir, quand on parle de patrimoine, on parle de quoi? Le nombre de parcelles que la personne a achetées, d'immeubles, biens mobiliers, c'est ça que vous parlez, c'est ça qui est patrimoine? Non. Déclarer leurs biens et avoirs. Il faut donner des exemples. Il faut que en quoi faisant? Il faut que la lutte contre la corruption cesse d'être sectarisée. C'est-à-dire que il ne doit pas avoir de catégorie exempte du contrôle. Le contrôle public, lorsque vous allez au contact de l'argent public, doit être intégral. Et doit concerner tous les acteurs, du président de la République au planton. Voyez-vous, à partir de ce moment, nous saurons que nous sommes tous dans la même balance en ce qui concerne donc cette lutte-là. Mais lorsque on va se fendre en décret pour dire que c'est les autres que nous allons contrôler, il y a un problème. Il y a un problème. Moi, j'ai dit que, la loi qui existait a été abrogée. Quand est-ce qu'elle a été abrogée? Et comment? Je ne sais pas dans quel contexte. Et quelle est la loi qui est appliquée aujourd'hui dans le cadre de la lutte contre la corruption? Moi, je ne connais pas cette loi-là. Peut-être que je suis en retard sur mes recherches à ce niveau-là, mais il reste que... Et on ne peut pas décréter que c'est les autres qui vont subir le contrôle et que soi-même on va échapper à ce contrôle-là. Moi, je ne suis pas d'accord. Merci. On va parler très rapidement, dire un mot sur la protection civile, sur la montée des cours d'eau pour refermer actuel débat de ce jeudi. Montée des cours d'eau, le phénomène est récurrent chaque année. Le ministre de l'Intérieur, à travers un communiqué, encore cette année, a alerté la population sur le danger que ça représente d'emprunter toujours ces cours d'eau-là. Je voudrais savoir, Arémé Choubadé, pourquoi tous les ans, l'autorité alerte, mais tous les ans, il y a quand même des morts. Ça, c'est un phénomène naturel. Oui, on peut limiter les dégâts, mais on ne peut pas éviter à 100%. Même dans Cotonou, ici, bientôt, vous allez voir, toutes ces eaux-là vont échouer ici. Tout dépendra de la capacité des ouvrages réalisés à les contenir. Sinon, vous pouvez être même dans votre lit et puis l'eau vient vous tout emporter. Bon, donc, vous vous souvenez, il y a eu quelques années une dame qui allait sauver, je crois, des enfants, des écoliers qui se noyaient dans une barque. Oui, les gens doivent aller et venir, on ne peut pas les empêcher d'aller et venir. Maintenant, il faut prendre malgré la montée des cours d'eau, on ne peut pas les empêcher d'aller venir. On ne peut pas les empêcher. C'est comme exiger que les gens portent des gilets de sauvetage, par exemple, dans les embarcations. C'est-à-dire, comme on ne peut pas les empêcher de circuler, on peut exiger que les mesures soient prises. Avant de monter dans la barque, il faut avoir son gilet de sauvetage pour qu'en cas de problème, on puisse quand même sauver le maximum. Donc il y a des précautions qu'on demande aux gens de prendre, mais les gens essaient toujours de frauder. Vous savez que dans une embarcation de 50 personnes, peut-être qu'il y a 45 gilets, et puis quand même on prend 5 autres qui sont là, qui se cachent des forces de sécurité et tout ça. Bon, enfin, c'est de la dynamique sociale, tout ça la partie de la dynamique sociale. Quand tout va bien, on passe, mais quand il y a accident, généralement ça amène des drames et oui, il faut que les gens respectent les consignes. Strictement. Oui, dans la mesure du possible. Merci. Ce sera votre mot de la fin. Dissela Moussou. Oui, je crois qu'il faut commencer par aller au-delà des communiqués et avoir de la promptitude à activer efficacement
les cellules de prévention de risque. Voyez-vous, j'ai comme l'impression que nous n'avons pas ces cellules-là chez nous, ou que ces cellules sont constamment dormantes, et par conséquent, c'est lorsque les faits se produisent que nous commençons pas à avoir des communiqués et tout. Et puis les communiqués là ne sont pas des actes. Voyez-vous, c'est juste pour dire faites attention. Des alertes quand même. Oui, il faut aller au-delà des alertes. Il faut procéder par l'IEC, l'information, l'éducation et la communication. Et c'est le rôle de ce que j'appelle les cellules, n'est-ce pas, de la prévention de risques. Regardez, à Cotonou, on a dit aux Tokwa de mettre leur ceinture de sécurité. Lorsqu'ils ont commencé par bouder, cette décision-là a reculé. Voyez-vous, et on peut les voir sur un bus qui est prévu prendre 12 personnes, vous avez la trentaine dedans, et ça vous crée des nuisances tous les jours sur une route. Je crois que chaque cadre, n'est-ce pas, doit être amené à faire ce qu'il a à faire, ce pourquoi le contribuable paie son salaire et ses primes, pour que la cité puisse s'emporter mieux, quoi. Merci Distel Amoussou, merci à vous également, à Rémi Choubadé. Vous étiez sur Actuel Débat de ce jeudi, comme d'ordinaire d'ailleurs, comme tous les jeudis. Merci pour votre fidélité, disponibilité renouvelée. Actuel Débat se referme. Gislain Agbangba en était à la mise en onde. Job Chikpe à la prise de vue. Présentation Brice Bill a été dit. À très vite.